Salut les loulous! Bon, bienvenue sur votre vlog de la semaine. Alors, comment ça se passe, votre confinement? Vous ennuyez pas trop, ça va? Bon. Eh bien, aujourd'hui, on va faire de la vulgarisation sur les arguments fallacieux. En débat politique ou en publicité, au taf ou en famille, ou dans les discussions de soirée, bref, des arguments, on en donne, on en reçoit tout le temps. Mais d'abord, petite explication sur les biais cognitifs. Déjà, à savoir, le cerveau a plein d'automatismes, sinon ça nous prendrait 10 plombs pour faire quoi que ce soit, par exemple se brosser les dents. Al Pachico! Mais il fait parfois des erreurs, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Si en débat, les arguments ne nous arrangent pas trop, on va les minimiser, et si au contraire ils nous arrangent, on va les mettre en avant. Deuxième chose, le sophisme est fallacieux. C'est l'art de tromper quelqu'un pour prendre l'avantage sur une discussion. Ah oui, troisième chose, c'est celui qui dit qui prouve, et pas l'inverse, bande de schlag. Alors un argument recevable, c'est l'argument par constat. Exemple, plus on fume, plus ça réduit l'espérance de vie. C'est scientifiquement prouvé, c'est la meilleure façon de démontrer quelque chose. Par des preuves, avec des sources fiables que l'on peut contrôler. Bon et bien maintenant qu'on est d'accord, on va pouvoir voir différents types d'arguments fallacieux. Premier argument fallacieux, la pente glissante. C'est par exemple, si on accepte ça, on doit aussi accepter ça, et ça, et ça, et ça. Ça fait une chaîne à 2 balles. Par exemple, si on légalise ou on dépénalise le cannabis en France, on devra aussi accepter la cocaïne, l'héroïne, nanani, nanana, bon bref, ça vaut absolument que dalle. Par exemple, ceux qui fument du cannabis, ils ont commencé par le lait. Est-ce qu'on devrait interdire le lait? Lol. Des bêtises, j'en ai entendu dans ma vie. Des démagogies, j'en ai vu. Mais alors l'affaire du paquet neutre, si nous acceptions le paquet de cigarettes neutre, dans 6 mois, on vous proposera la bouteille de vin neutre. Et c'en sera fini de nos appellations. Et c'en sera fini de nos terroirs. Et c'en sera fini de la défense de notre savoir-faire. Quoi? Après, ça a des quantités de conséquences, mais qui sont innombrables. Parce qu'après, ils vont vouloir faire des couples à 3 ou à 4. Après, un jour peut-être, je sais pas quoi, l'interdiction de l'inceste tombera. Enfin... Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Deuxième argument fallacieux, le faux dilemme. C'est lorsqu'on vous propose un choix très réduit de solutions. Par exemple, le vote. Position ciblée sur l'ISF, qui serait en gros rétablir l'ISF. C'est rétablir l'ISF avec exonération 100%. Oui, alors là, ça va être un tout petit peu plus long et ça va pas rentrer en 280 caractères pour nos amis qui suivent sur Twitter. Si vous pouvez mettre juste PME 100%, comme ça... On se comprendra. Nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Écoute, je sais pas, la bouche, mais ça me parle pas. Je me sens ni proche de tes idées, ni des idées de ceux que t'appelles terroristes. Je propose qu'on crée un 3e groupe qu'on va appeler le groupe des gens qui pensent ce qu'ils veulent et qui t'emmerdent. Troisième argument fallacieux, l'argument d'autorité. C'est par exemple, oui, mais les vaccins, c'est pas bon parce qu'il y a de l'aluminium et du mercure, et gna parce que c'est mon super médecin qui l'a dit. Une clope à la bouche ou un verre de vin à la main, c'est le discours de la pseudo-science, et c'est quand ça vous arrange. Cet argument est un grand classique de la publicité. Je l'appelle l'effet blouse blanche. Comme la plupart des experts, faites confiance aux brosses à dents machin truc. Vous voulez être comme moi, Michael Jordan? Mangez les céréales machin truc. Lui, quand il me parle de basket, je l'écoute avec attention, je l'admire beaucoup. Mais s'il me parle de mes céréales de petit-déj, son avis ne vaut pas plus que celui de ma tante Gudule. Quatrième argument fallacieux, l'argument de popularité. C'est le phénomène que, vu qu'il y a plein de gens qui le disent et qui le font, c'est que ça doit être vrai, donc c'est que j'ai raison. LOL. C'est l'argument qui consiste à laisser entendre que votre affirmation est forcément bonne parce que plein de gens sont d'accord avec ça. Donc je pourrais donner un exemple, des centaines de personnes ont dit avoir un don de télépathie, donc il doit bien y avoir au moins une personne dans l'eau qui a vraiment ces pouvoirs. Un deuxième exemple qui convient mieux au peuple français, si autant de monde utilise l'homéopathie en France, c'est bien que ça marche. Ben justement, pas forcément. C'est vrai que si de nombreuses personnes ont déjà été convaincues par le truc, c'est peut-être qu'il y a du vrai dedans, mais c'est pas systématique, il y a plein de trucs faux qui ont été crus par beaucoup de gens. Et comme plus de 2000 crèches les utilisent déjà, vous pouvez être sûr de leur qualité et du prix. Oui, mais si jamais les crèches qui l'utilisent déjà se sont laissées convaincre par cet argument, ça se mord la queue. Se baser sur l'avis majoritaire des gens pour croire ou pas croire un truc, c'est souvent le meilleur moyen de se planter.
Cinquième argument fallacieux, l'appel à l'exotisme. Par exemple, oui, mais dans cette tribu, il faisait, c'est pas très connu, ou c'est un chaman qui me l'a dit, donc c'est forcément vrai. C'est de la merde. Moi par exemple, un chaman russe m'a dit que boire un grand verre de pisse tous les matins pouvait lutter contre la chute de cheveux. En plus, c'est naturel. Chaque culture a bien sûr énormément à apprendre d'autres cultures du globe. Ce n'est pas parce que les gens vivent loin de nous qu'ils vivent forcément moins bien. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils vivent forcément mieux non plus. Le fait qu'une pratique soit traditionnelle ne veut pas dire qu'elle soit forcément bonne. Sixième argument fallacieux, l'appel à la nature. Donc c'est les gens qui vont dire oui, mais c'est naturel, c'est pas chimique, donc c'est mieux. C'est chimique du moment qu'il y a les atomes. Donc à la limite, tout est chimique. Tout, vous, nous, les plantes, tout est chimique. L'étiquette naturelle, c'est très vendeur, mais c'est surtout très marketing. Ça peut être aussi très dangereux. Bref, sans rentrer dans des thèses complotistes, je pars du principe que si sur Terre on ne trouve pas de fluorure de sodium naturel à l'état pur, il n'y a pas de raison pour que j'en ingère. Pour sa présence dans le dentifrice, il est possible, je dis bien possible, que le fluor combatte les caries. Mais il est aussi possible de se brosser les dents avec un dentifrice naturel et inoffensif. Vous les trouverez en magasin bio ou boutique diététique. Le fluor c'est chimique, donc c'est nocif. Un dentifrice acheté dans une boutique bio c'est naturel, donc c'est inoffensif. Ça c'est naturel, alors que ça c'est chimique. C'est du sel quoi. Et ça c'est naturel, alors que ça c'est chimique. Bah c'est de l'eau quoi. C'est quoi quelque chose qui serait pas naturel? Je sais pas, surnaturel? Oui, je connais cette conversation. L'étape d'après c'est oui, mais ce qui est pas naturel, c'est ce qui n'existe pas à l'état brut, ce qui a été conçu, fabriqué. Donc se construire un abri en bois pour se protéger, c'est pas naturel. Mais seulement si c'est un être humain qui le fait. Un animal, ça va, c'est naturel. Séparer l'humain de l'animal, c'est une pensée très essentialiste. Septième argument fallacieux, l'appel à l'ancienneté. Alors, c'est par exemple, si c'est Papy qui l'a dit, c'est que ça doit être vrai. Ça montre bien le niveau zéro de réflexion de certaines personnes. C'est fallacieux parce qu'il n'y a absolument aucune corrélation entre le fait d'être vieux et le fait de dire des choses intelligentes. Ça arrive pourtant souvent qu'une bonne idée soit vieille. Nos ancêtres étaient pas bêtes non plus. Il y a plein de produits qui sont très bons et qu'on utilise depuis très longtemps. Mais ce n'est pas systématique. Il y a aussi plein d'idées qui sont très vieilles mais qui sont très nulles, par exemple la saignée. Et il y a plein de produits qu'on utilise depuis très longtemps et qui ne sont en fait pas bons du tout. Par exemple l'amiante dans les isolations. La limonade machin truc est une véritable limonade traditionnelle, produite en Corse, dont la recette, à base de sucre de canne et d'extrait naturel d'agrumes, est appréciée depuis 1960. La limonade machin truc, c'est le goût authentique de la limonade à l'ancienne, préférée par tous les connaisseurs. Cette limonade est probablement très bonne, c'est pas la question, mais le fait que l'entreprise existe depuis 50 ans n'est en rien une garantie de la qualité du produit. Le fait qu'elle soit traditionnelle de la région, quand bien même, c'est juste de la limonade. Le fait que les molécules d'arômes soient des extraits naturels ou bien artificiels, peu importe, une molécule c'est une molécule. Le fait qu'elle soit à l'ancienne ne devrait pas compter dans mon impulsion d'achat. Moi ça m'arrive d'aimer des trucs nouveaux aussi. Et le fait qu'elle soit la préférée de tous les connaisseurs, je pense que vous venez juste de l'inventer ça. À mon avis, vous n'avez pas fait de stats là-dessus. En huitième argument fallacieux, l'argument de l'homme de paille. C'est le principe de déformer les propos adverses pour les tourner en ridicule et donc s'en servir à son avantage. Et les politiciens sont des virtuoses de cette technique. Préparez-vous à la prochaine campagne électorale à venir. Ce sera un peu comme les championnats de France de l'homme de paille. Regardez seulement cette image. Avec les Verts, l'écologie, c'est le retour à l'âge de pierre. Je sais même pas quel est le parti qui a osé afficher ça, mais au lieu de proposer un programme, il se contente d'expliquer le programme de l'adversaire. Et de l'expliquer à sa façon, bien sûr. Les Verts n'ont jamais proposé de se vêtir de peau de bête et de faire du feu avec des silex, faut pas déconner. Neuvième argument fallacieux, l'argument du vrai écossais. Par exemple, oui mais les écossais sont tous roux, pas lui, c'est pas un vrai écossais. L'argument du vrai écossais est utilisé pour affirmer une généralisation qui a été réfutée en niant la validité du contre-exemple. En général, on peut faire ça en changeant légèrement la définition de ce dont on veut parler. Il est devenu athée? Ouais, mais bon, il a jamais été un vrai croyant. Si, lui il l'a été. Il se met maintenant à critiquer l'astrologie? Ouais, mais bon, il a jamais vraiment été astrologue. Si, il l'a été. Il a écrit un livre contre la psychanalyse. Ouais, mais lui, il a jamais été un vrai psychanalyste. Si, il l'a été. C'est pas un vrai écossais, c'est l'argument facile.
et c'est un peu pénible à la longue. 10e argument fallacieux, l'attaque personnelle. C'est par exemple lorsqu'un débat commence à être un petit peu houleux et que la personne est déstabilisée, elle s'énerve et du coup elle vous attaque en disant oui, de toute façon toi t'es un gros con donc t'as forcément tort. Et quand vous défendez les classes populaires contre les élites, vous leur avez dit que vous étiez une élite vous-même, Louis le Grand, l'ENA, inspecteur général de l'administration. Donc je n'ai pas confiance dans ce que vous dites. Monsieur je n'ai pas Cavada, confiance dans votre puisque parole. vous allez sur le terrain personnel, ce qui prouve que pas vous avez un problème personnel, d'argument. c'est social, ça. Vous avez non, c'est pas social, mais monsieur. Si. Monsieur Cavada, votre parole doit être crédible. Je vais vous répondre. Votre je vais vous parole répondre, doit être et c'est là que vous allez être mal. Pour qu'elle soit crédible, il faudrait qu'on puisse vous croire. Vous leur avez dit que vous veniez de chez Jean-Pierre Chevènement, c'est-à-dire la gauche, et que quelques années plus tard, vous vous retrouvez à l'extrême droite. Il est mal, le Cavada, à attaquer comme ça, personnellement. Alors, je vais vous répondre. C'est pas le Cavada, je vous dis pas le Philippot. Monsieur Cavada. Je me permettrai pas parce que je sais que vous êtes intelligent. Alors, monsieur Cavada, mais je sais aussi que plus c'est gros, plus ça vous arrange. Je peux répondre aux attaques personnelles. Allez-y, Florian Philippot, il nous reste... Là où vous allez être mal. Il n'y a pas d'attaque, non. Est-ce que vous n'êtes pas énarque? Si. Genre le gars il est trop vénère donc il craque parce qu'il a le seum. Et en 11e argument fallacieux, le millefeuille. C'est le principe d'envoyer plein d'informations, plein d'arguments aussi pourris les uns que les autres pour vous noyer et vous déstabiliser en montrant que on sait parce que blablabla. Il ne laisse pas le temps d'analyser point par point ces arguments et du coup ça fait un millefeuille de conneries. Un aspect fondamental de ce problème des complotistes, c'est qu'en fait ils disent douter, et le doute c'est plutôt sain, on a envie de dire oui c'est bien de douter, de ne pas croire sur parole n'importe qui voilà. Le problème, c'est qu'ils doutent de tout, sauf d'eux, finalement. Et quand ils disent une aberration, on peut leur dire n'importe quoi, ils ne doutent jamais d'eux. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un doute de posture. Et que cette posture, qui se présente comme du doute sceptique, comme de l'esprit critique, c'est une imposture. Parce qu'en réalité, on est dans une forme de dogmatisme, dans un enfermement, on n'est pas du tout dans le doute méthodique, on va vers les arguments, vers les éléments qui vont conforter la théorie du complot qu'on défend, et au contraire, on va écarter, quand on est complotiste, tout ce qui est susceptible de la contrarier, cette théorie du complot. On va faire le silence dessus, on ne va pas le voir, on ne va pas y répondre. Or, le problème d'une théorie du complot, c'est que non seulement elle ne prouve jamais ce qu'elle affirme, le complot qu'elle dénonce, mais en plus, c'est une mauvaise théorie. C'est-à-dire que c'est un cadre explicatif qui, lorsqu'on le met en compétition avec un autre, est moins à même d'expliquer la réalité. En fait, il pose plus de questions, ce cadre-là, la théorie du complot, que ce qu'on appelle les versions officielles, les versions communément acceptées des faits, arrivent à expliquer. Sauf qu'ils ont une technique, ces complotistes, qui est très maligne, c'est finalement, on appelle ça le millefeuille argumentatif. C'est-à-dire qu'en fait, ils vous balancent tellement d'informations, tellement de preuves de leur théorie que finalement, on est perdu, on n'arrive pas à les contredire. Oui, c'est une expression, il faut rendre à César ce qu'il y a à César, de Gérald Bronner, le sociologue. Et en fait, il dit, ce millefeuille argumentatif, c'est-à-dire des arguments empruntés à des champs très diversifiés de la connaissance, ils produisent un effet d'intimidation intellectuelle. C'est-à-dire, vous dites, finalement, tout ne peut pas être faux dans tout ça, il n'y a pas de fumée sans feu. Parce que vous avez 10, 20, 30, 40 arguments différents, qui pris séparément, d'ailleurs isolément, peuvent être facilement démontables, plus ou moins facilement, mais en tout cas sont démontables, et qui, présentés ensemble, comme ça, produisent un effet d'intimidation très fort. Et donc, le doute est instillé, et mission accomplie pour les complotistes. Merci. En 12e argument fallacieux, l'argument irréfutable. Ça veut dire que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on a toujours tort. Un homme rentre chez lui avec 2 heures de retard. Sa femme lui dit « Tu me trompes ». Dans un cas, l'homme avoue à sa femme l'avoir trompé. C'est donc qu'il la trompe. Dans un deuxième cas, l'homme se défend de tromper sa femme. Elle lui rétorque alors « C'est exactement ce que tu dirais si tu me trompais ». Dans un troisième cas, l'homme présente le reçu du resto où il s'est attardé avec ses collègues. Sa femme répond alors « Si tu me trompais et que tu voulais pas que je le sache, tu demanderais à un de tes potes de te filer un reçu de resto pour pouvoir me prouver que tu dis vrai. Donc tu mens. » Quoi que l'homme dise ou fasse, quelles que soient les preuves qu'il avance, il ne peut pas avoir raison. C'est ce qu'on appelle un argument irréfutable. Le problème, c'est pas parce qu'un argument est irréfutable qu'il est vrai. Au contraire, c'est quand un argument commence à devenir irréfutable qu'il faut se demander s'il n'est pas simplement fallacieux. En 13e argument fallacieux, c'est l'inversion de charge. Charge ou le fardeau de la preuve est l'obligation des opposants d'un débat épistémique à fournir des preuves de leur position. En gros, c'est le fait de devoir donner des preuves quand on affirme un truc, tout simplement. La preuve étant ce qui permet de s'assurer de la véracité d'une chose. Ainsi, ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve, et ce qui relève de l'affirmation extraordinaire demande une preuve d'un acabit équivalent. Mais alors, si c'est si évident,
Tout le monde devrait pouvoir le faire, non? Monsieur Grimaud, pourquoi la théorie de l'évolution est-elle fausse? Je n'ai pas dit qu'elle est fausse, j'ai dit qu'elle n'est pas correcte. Vous savez ce que c'est que le râteau pnu? De parler des tardigrades, par exemple, dans ces deux cas, n'est pas correct. Alors pourquoi? C'est à vous que je pose la question. Non, vous êtes biologiste, que je crois. Allez voir dans Wikipédia. Je demande à chacun de faire ce travail. En 14e argument fallacieux, la diversion. Souvent, les hommes politiques, pour ne pas répondre à une question, vont essayer de tourner en rond, essayer d'esquiver, et du coup, ça fait monter la pression, alors que s'ils avaient répondu tout simplement, ils seraient beaucoup moins passés pour un âne. Je pense de construire même 2 porte-avions, je crois, supplémentaires. Ça coûte combien? Non. Combien de porte-avions en plus vous voulez? Un porte-avions supplémentaire. Ça coûte combien ça? Un porte-avions supplémentaire. J'ai prévu de faire repasser le budget du ministère de la Défense hors pension. Il était à 3% du produit intérieur brut en 81. Il est en 81, c'est-à-dire à la fin de l'ère Giscard. Ça coûte combien un porte-avions? Ça coûte combien un porte-avions, monsieur Asselineau? Il est à côté, et actuellement le porte-avions Charles de Gaulle n'est pas en état de marche. Vous savez pas combien coûte un porte-avions et vous voulez en faire construire un? Oui, Est-ce que vous avez demandé comment M. Macron, comment M. Fillon sont en train de préparer, eux, le programme des Français? Arrêtez de poser ce genre de questions pointues. On parle de plusieurs milliards, c'est pas pointu, c'est dans votre programme. Je veux construire un porte-avions, ça coûte 3 à 4 milliards, vous n'êtes pas capable de le dire. Non, c'est pas vrai, ça coûte pas 3 à 4 milliards, mais vous ça n'avez pas répondu à cette question. Ça peut coûter 2 milliards. Et alors, vous savez combien nous coûte l'Union européenne chaque année? C'est important quand même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez pris tous ces sujets du bout des doigts sans même rentrer dans le détail? Attendez, vous l'homme des chiffres, mais je vous pose la question. Vous moquez du monde. Je suis étonné que vous n'ayez pas de réponse à cette question. Vous moquez du monde, je pense. Et pour finir, le 15e argument fallacieux, c'est la cause à effet. La semaine dernière, on avait déjà évoqué l'effet cigogne. C'est quand on explique que si aujourd'hui j'ai plus mal à la tête, c'est parce que j'ai mis mes chaussettes jaunes et rouges à petits pois. Il arrive en effet que deux valeurs soient liées, augmentant ou diminuant en même temps, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un lien de cause à effet. Notre esprit a une tendance naturelle et bien compréhensible à déduire directement que l'une de ces deux valeurs agit forcément sur l'autre, mais ce n'est pas toujours le cas. Il existe des sites avec des grosses bases de données, où on peut chercher des valeurs démographiques qui ont l'air d'évoluer ensemble. Par exemple, je vous en ai trouvé 2. Le taux de divorce dans le Maine est vachement corrélé avec la consommation de margarine par personne. Est-ce que manger de la margarine fait divorcer les gens? Bien sûr que non. C'est juste que vu qu'on a cherché dans une immense base de données, c'est normal qu'on finisse par trouver 2 courbes qui se ressemblent. Il n'y a aucun lien de cause à effet. Conclusion. Tous ces arguments fallacieux qu'on vient de développer, c'est une composante essentielle de la discipline qui s'appelle la pensée critique, ou la zététique. L'objectif est de chercher à définir une méthode intellectuelle capable de trier le vrai et le faux parmi les affirmations extraordinaires. Trier la vérité et le mensonge parmi le flot d'infos quotidien qui déferle sur moi tous les jours. Et voilà mes petits loups, c'est tout pour cette semaine. Maintenant quand vous verrez des débats politiques, je pense que ça va bien vous faire rire. Nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour le prochain vlog. En attendant, restez chez vous, confinement, likez-moi, abonnez-vous, tout tralala, plein de balles. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, à dimanche prochain.